Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments, l'émission de la revue des idées pour la civilisation européenne. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi quelques têtes nouvelles. Je commence par notre invité qui est pour la première fois sur ce plateau, François-Xavier Consoli. Vous êtes maintenant un collaborateur régulier de notre revue. Vous êtes l'auteur de déjà 2 livres, je le cite, la République contre la France, qui est une sorte un peu de panorama contre-révolutionnaire, de la pensée contre-révolutionnaire, et puis un livre, alors sur un autre sujet, sur les aventuriers, de Ungern à Ziquet, en passant par d'autres fous d'aventure. J'ai le plaisir de recevoir aussi notre ami Rodolphe Carte, bien connu des téléspectateurs de TV Liberté. Vous préparez, je crois, vous allez prochainement faire paraître un livre d'ailleurs sur un personnage que nous aimons beaucoup, qui est Jean-Luc Mélenchon. Oui, une biographie intellectuelle. Une biographie intellectuelle. Je trouvais que ça manquait un petit peu à droite, donc là c'est une biographie critique bien évidemment, mais avec un aspect quand même assez fouillis. Je crois que nous aurons le plaisir d'en reparler, oui, effectivement. Sur TV Liberté. Xavier Aimant, notre cher rédacteur en chef, quel est votre dernier livre? Parce que je crois que vous préparez un livre qui va paraître prochainement. Alors oui, vos chroniques. Oui, c'est le 3e volume des chroniques d'une fin du monde sans importance. Et le dernier ouvrage que j'ai publié, c'est l'enquête sur les écoles sur les écoles de journalisme. Dont on va parler quand nous parlons de la pensée unique le mois prochain. Tout à fait, c'est l'occasion. Tout à fait dans le sujet. Merci de votre présence. Merci à vous. Cher Daoud Boukhezala, que je ne présente plus, collaborateur très régulier d'Éléments, vous avez particulièrement participer au dernier numéro que je monte à la caméra, notre dernier numéro d'été qui est très riche. Je reprends le sommaire. D'abord, nous allons parler du dossier principal, les 13 familles de la bêtise contemporaine, mais vous avez aussi un article sur l'histoire du nudisme par notre ami David Lépée, sur le nucléaire iranien. Donc il y a peut-être un lien entre le nudisme et le nucléaire iranien, je n'en sais rien, je ne crois pas, nous verrons. Et un entretien avec Jean-Claude Milner, qui n'est pas nudiste, mais qui est on va dire quelqu'un qui a un parcours intellectuel tout à fait intéressant, puisqu'il est passé de la gauche prolétarienne au fond à la réaction, avec une pensée qui c'est plus complexe que ça, mais avec une pensée d'aucuns le classe comme un néoconservateur. Comme un néoconservateur, mais qui affronte un certain nombre d'idoles et de fétiches progressismes aujourd'hui. Nous en reparlerons. Et puis un entretien, depuis le temps que nous en parlions, avec Sylvain Guggenheim, dont l'intitulé, ça fera d'ailleurs plaisir à nos amis byzantins, « Non, les croisés n'étaient pas des barbares ». Voilà, et un entretien avec le groupe slovène Laibar. Alors je rentre dans le vif du sujet, dans le vif du dossier principal du dernier numéro d'Éléments, les 13 familles de la bêtise contemporaine. Et j'ai retenu alors une phrase qui m'intéresse, que j'ai trouvé tout à fait intéressante, c'est, que je ne retrouve plus, peu importe, au fond, la bêtise aujourd'hui n'a jamais été aussi intelligente. Voilà, j'ai retrouvé. Alors, je donne la parole à Xavier Aimant. Pourquoi la bêtise n'a jamais été aussi intelligente? Oui, c'est un peu là aussi la fameuse phrase de Cocteau, le drame de la modernité, c'est que la bêtise s'est mise à penser. On a décidé de faire ce dossier d'été sur les familles de la bêtise pour, en fait, faire une sorte de panorama de ce qu'est la bêtise aujourd'hui. Et justement, on s'est rapidement aperçu que la bêtise ne concerne évidemment pas que des gens qu'on a l'habitude de présenter comme incultes, peu cultivés, etc., mais qu'il y a aussi une bêtise des élites. Il y a une bêtise de nos politiciens, de nos représentants médiatiques qui était intéressante à étudier. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce panorama sous la forme d'un dossier qui se veut à la fois relativement léger, puisque c'est un numéro estival, donc il y a une partie un petit peu d'ironie caustique, évidemment, mais il y a aussi des choses plus sérieuses. On parlera sans doute avec François-Xavier sur les questions de baisse du QI, de baisse de l'intelligence générale. Donc voilà, il y a ces 2 aspects dans ce dossier du numéro. Et alors, quelles sont les 13 familles? Est-ce qu'on peut les citer? Et quelles sont leurs singularités? Qu'est-ce qui réunit ces 13 familles? Est-ce qu'on peut, qu'entre les libéraux libertaires, les geeks et les islamo-bobos, c'est... Alors très honnêtement, je serais incapable de les citer les 13 de tête. Mais l'idée, c'était en effet de faire ce panorama de façon assez ludique et assez ironique sur, par exemple, la famille Antifa, la famille libérale libertaire, avec chaque fois la figure du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, le fétiche, l'objet symbolique, etc., etc. Et même dans la famille Antifa, le fils indigne qui s'est révolté. Parfois, il y a des ratés, le fils indigne qui a basculé du côté obscur et qui se met à lire des livres interdits, etc., etc. Cher François-Xavier Consoli, Peggy disait qu'au fond, le pire était la pensée toute faite, une pensée qui
qui au fond n'est qu'une mécanique plaquée sur du vivant, qui essaye de ne plus comprendre la réalité, mais qui appuie sur un bouton et puis on a la réponse. Une pensée aussi en gramophone, pour parler comme Orwell. Comment vous définiriez, vous, la bêtise, cher François-Xavier? Et je voudrais m'arrêter sur l'article que vous avez consacré à la bêtise à travers la littérature, la manière dont les écrivains ont évoqué la bêtise. Ah oui, alors si on prend la littérature, c'est plus simple, parce que tout de suite, je trouvais difficile de m'embarquer dans une grande définition. Oui, bien sûr. Mais j'ai fait une sorte de généalogie, d'Aristophane à John Kennedy Toole, en passant par Jean-Paul, etc. Ce qui est bien avec la bêtise, c'est que ça ne vieillit pas, c'est un sujet inépuisable. Et d'Aristophane à Kennedy Toole, on a des exemples absolument fabuleux. Et pour reprendre un peu ce que disait Xavier, je trouve que la bêtise, en plus, ne se démode jamais. La différence près, si on parle d'aujourd'hui, c'est que la bêtise aujourd'hui est cool. J'ai noté quand même, en faisant le papier, en bossant aussi sur l'effet Flynn, qu'aujourd'hui, la bêtise, c'est une valeur. On pouvait en avoir honte dans les années 50, 60, parce que être bête voulait dire finalement être inadapté, être finalement être un abruti, c'était quand même pas très glorieux, quoi. Mais aujourd'hui, être un abruti, c'est quelque chose qui est fêté à la télévision, hein. Je me souviens, il y a longtemps, il y avait eu une couverture d'Éléments justement avec Hanouna. Oui. Et c'était un peu ça. Tous crétins. Bon, finalement, ça ne se démode pas. La preuve, bon, même si Hanouna a un petit peu du plomb dans l'aile aujourd'hui, mais il n'empêche que la bêtise, c'est toujours vendeur. Et justement, on parlait d'élite, il y a la bêtise d'en bas, si je puis dire, et puis il y a la bêtise d'en haut. Mais c'est un petit peu comme la délinquance, hein, l'une a besoin de l'autre. Oui, mais d'ailleurs, à propos des élites, il m'est arrivé, je me permets de parler d'une expérience personnelle, à la terrasse d'un café où je voyais quelques personnalités sans doute qui travaillaient dans le management et qui me disaient « Ah, mais ce soir, j'ai envie de me laver le cerveau ». Ce qui est assez fascinant pour des gens qui appartiennent soi-disant à une élite. On rentre, on se met devant la télé ou devant TikTok ou que sais-je, et puis on déconnecte. Mais précisément, ça en dit long sur les soi-disant sachants. Si on a du niveau, si on est bac plus 12, si on est responsable RH dans je ne sais quelle entreprise privée, etc., et qu'on a besoin de se déconnecter, peut-être que finalement, dans le fond, on n'a pas besoin de déconnecter grand-chose. Est-ce que vous pensez que les formes de la bêtise ont changé? Il y a eu une bêtise religieuse, il y a une bêtise athée et anti-religieuse. Ou est-ce qu'au fond, c'est superficiel et qu'au fond, la bêtise reste un même rapport à la réalité? Est-ce qu'au fond, entre la bêtise pseudo-émancipée et la bêtise religieuse, il y a plus de liens qu'entre l'intelligence religieuse et l'intelligence philosophique, par exemple? Si on se base sur l'intelligence, pas l'intelligence, mais la bêtise religieuse, étant donné que nous vivons dans un monde sécularisé où il n'y a plus de religieux, mais le religieux s'infiltre partout, quoi qu'il arrive. Le nouveau religieux aujourd'hui, qui est l'image, qui est la popularité, la starification, etc., a bien remplacé la fameuse bêtise religieuse, puisqu'aujourd'hui, finalement, on communie devant la télé, devant TikTok, devant Instagram ou que sais-je, mais la bêtise est toujours là, mais elle est cool. Oui, et elle est parodique aussi. Elle est parodique. Oui, et la bêtise, c'est aussi une forme, entre guillemets. C'est-à-dire que quel que soit le contenu, c'est par exemple la certitude absolue, la doxa. Que ce soit en effet la bêtise religieuse ou anti-religieuse, elle s'exprime souvent par le fait de refuser le débat, de refuser la contradiction et d'être persuadé de son fait, de son savoir, et ça peut en effet avoir tous les contenus possibles, mais cette forme de refus du débat et d'excommunication de toute contestation de sa pensée est sans doute, à mon sens, la forme de bêtise la plus répandue à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gens sont persuadés de savoir et ne veulent pas qu'on remette en cause leur certitude. On le voit sur les réseaux sociaux où dès qu'il y a la moindre contestation, on tourne tout de suite à l'invective ou à l'agressivité parce que plus personne n'admet pouvoir avoir simplement tort. Et pour moi, ça, c'est vraiment une forme de bêtise. Et elle peut avoir en effet toutes les étiquettes politiques possibles. Mais c'est cette forme de pensée qui est pour moi, en effet, l'expression de la bêtise contemporaine. Ne peut-on pas dire que la bêtise contemporaine est aussi une bêtise très heureuse d'elle-même? Moi, je suis fasciné par un personnage qui est presque un personnage comique d'ailleurs, qui s'appelle Mathieu Slama,
Et Mathieu Slama, non seulement est heureux des fadaises qu'il peut dire, ou des slogans qu'il répète, un peu d'ailleurs servilement, mais si on lui parle de la bêtise aujourd'hui, mais non, on lui parle par exemple de l'effondrement du système scolaire, non, les enfants n'ont jamais été aussi intelligents, ils sont beaucoup plus intelligents que leurs ancêtres qui étaient prisonniers des dogmes religieux, de la tradition, de la famille, etc. Est-ce que ce qui singularise la bêtise contemporaine, c'est vous l'avez dit un peu, cette absence complète de doute, mais c'est ce bonheur, ils nagent dans le bonheur, ils sont heureux d'être bêtes et ils ne se rendent pas compte sans doute. Ce qui est fabuleux avec des gugus, parce que c'est exactement ça, des gugus comme Slama, c'est que là on est dans la caricature au carré, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui posent un constat, qui posent une soi-disant pensée, qui disent c'est comme ça, et on peut leur mettre sous le nez une tartine en disant mais regardez, c'est pas la même expression, mais c'est de la merde qu'il y a sur la tartine. Ah non, c'est de la fraise. C'est de la fraise. Et quoi qu'il arrive, ça sera de la fraise parce que je l'ai décidé. Donc c'est ça, c'est-à-dire que, comme tu disais Xavier, on a des gens qui invectivent et de l'autre, on a des gens qui refusent qu'on leur explique qu'ils ne savent pas. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas apprendre. Et c'est ça aussi la bêtise. La bêtise, aujourd'hui, c'est ne pas reconnaître justement qu'on ne sait pas. Et faut être assez intelligent finalement pour savoir qu'on est un peu bête et qu'on est limité. Et aujourd'hui, non, on n'accepte pas d'être limité, on n'accepte pas de ne pas savoir. Au fond, la bêtise est liée aussi à une forme d'orgueil très contemporain. L'homme qui se prend pour un dieu est au fond un homme profondément limité et idiot. Est-ce que vous avez à rajouter quelque chose sur le dossier sur la bêtise ? Est-ce que vous pensez qu'il faut renouveler tous les 10 ans, faire un dossier sur la bêtise, puisque comme la bêtise, il y a des formes inédites qui naissent ou des Je crains qu'on puisse idiots. le faire en effet assez longtemps dans l'avenir, assez régulièrement. Encore une fois, c'est aussi, on a aussi fait ce dossier pour nous amuser, parce que si on parle de la bêtise de façon trop componctueuse, on risque nous-mêmes de tomber un peu dans la fatuité. Donc c'était pas le but de l'opération, mais c'est vrai que c'est un problème contemporain. On a l'impression que la bêtise aujourd'hui est en effet encouragée. Elle est développée à mon sens volontairement. L'effondrement par exemple de l'éducation nationale n'est pas du tout fortuit ou n'est pas du tout inattendu. C'est une volonté politique qui est en place. Puisqu'il est évidemment beaucoup plus facile de régner et de dominer une population de gens incultes et crétins que de gens un minimum cultivés et en tout cas un minimum éclairés. Donc un des drames pour moi de notre époque, c'est que cette bêtise qui a toujours existé, dont on a tous en nous une part de bêtise, etc., mais qui était très longtemps combattue, elle est aujourd'hui encouragée par les institutions, par l'environnement culturel, et c'est ça qui, je trouve, est une spécificité de notre époque. Eh bien, écoutez, cher Xavier, j'encourage, oui. On peut peut-être aussi mentionner un article intéressant de Monsieur Devoyer sur le complotisme. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Justement, c'est un article qui va peut-être faire un peu jaser. Tous les articles, cher Rodolphe, le temps nous est compté, mais en effet, très bon article. Oui. Où il y a cette formule qui peut peut-être intéresser nos téléspectateurs, c'est qu'au fond, il dit le complotisme. Et il faudrait le définir d'ailleurs, parce que c'est un terme très vague. Le complotisme est à la droite, ce que le wokisme est à la gauche. Je trouve que c'est. Oui, alors il va, intéressant. À mon avis, faire jaser. Mais peut-être un point intéressant, c'est que bien évidemment, il faut critiquer la doxa, on va dire la parole autorisée que peuvent nous déverser les médias dits de grand chemin. Mais par contre, dire l'inverse de ce qui se dit, on va dire, à la télévision ou justement dans ces médias autorisés ne nous fait pas automatiquement tomber aussi dans le vrai. Donc là aussi, c'est peut-être une paresse qu'on peut retrouver parfois dans nos milieux. Il ne suffit pas de parler en négatif de nos élites pour tomber sur le vrai. Donc c'est un article, à mon avis, assez intéressant parce qu'il nous oblige, entre guillemets, à l'exigence et peut-être à nous sortir parfois d'une certaine paresse, même si, comme vous le dites très bien, Olivier, la notion de complot est aussi critiquable en soi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un stigmate qu'on nous oppose justement. Et il faut continuer à porter une voix opposée, voire dissidente aux élites, mais ne tombons pas dans certaines facilités où si nos élites disent blanc, il suffit de dire noir pour être dans le bon. Eh bien, non, savoir penser contre soi-même est une hygiène intellectuelle de base, et lire aussi les adversaires, et essayer de les lire bien. Pour devenir moins bête, évidemment, lire Éléments tous les 2 mois, cher Xavier Aimant. Tout à fait. Je pense que c'est aussi l'hygiène intellectuelle de lire Éléments. Alors, nous allons parler maintenant de Jean-Claude Milner. Alors là, on n'est plus dans la bêtise. On peut critiquer, contester la pensée de Jean-Claude Milner. Mais là, on a un intellectuel,
un savant même, à certains égards, en tout cas Oui, un homme qui sait penser. C'est un très bel esprit, un être suprêmement intelligent. Vous pourriez le présenter un petit peu, parce que son parcours peut... Le présenter en 2 mots, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, qui est octogénaire, très vert intellectuellement, qui a une formation de normalien. Donc déjà, on en parle dans l'entretien, au début des années 60, en tant que normalien, philosophe, qui allait introduire la linguistique en France, il avait déjà une certaine assise intellectuelle à son échelle à Rudulm. Et c'est quelqu'un qui, notamment, à partir de ces années de normalien, a milité dans un premier temps auprès des étudiants communistes, un cercle dont il a été exclu, on le raconte d'ailleurs, pour déviation lacanienne, puisqu'il a aussi frayé un temps avec Lacan. Il a fréquenté même le propre gendre de Lacan, Jacques-Alain Miller, et dans ces cercles, il a rencontré un certain Béni Lévy, avec qui il allait cheminer au sein de la gauche prolétarienne dans les années 70, ce groupuscule maoïste tristement célèbre. Et puis, comme vous le savez, chacun ensuite a poursuivi son chemin. Béni Lévy qui s'est tourné vers l'étude juive, on en parle dans ce livre, et puis Jean-Claude Milner qui est devenu un intellectuel un peu inclassable, avec certains éléments qui peuvent le rapprocher d'un certain conservatisme, et en même temps avec quelques angles morts. Par exemple, il réfute totalement la notion d'identité. Il a cette boutade dans l'entretien, mais qui est tout à fait sincère dans sa bouche, lorsqu'il dit l'identité, il y a des papiers pour ça, en fait. Il y a toute une réflexion à la fois sur l'identité de l'Europe, la place des Juifs en Europe, sur le Moyen-Orient aussi, sur l'État d'Israël, et puis aussi des rapports entre la France et l'Algérie, et même il se permet d'analyser aussi certains pans de l'histoire de France. Enfin, c'est très riche. C'est un entretien assez décoiffant pour les lecteurs d'Éléments. C'est-à-dire que je pense que certaines des propos de Jean-Claude Milner vont soit les choquer, soit les heurter. Non ? Oui, et d'ailleurs lui-même a été tout à fait ouvert à la contradiction, y compris de manière assez rude, notamment sur des questions comme Gaza. La question, y a-t-il des civils innocents à Gaza ? Alors, lui prétend que non, en reprenant justement un vieil adage de Mao selon lequel le partisan type Hamas, pour avoir un certain succès, doit être comme un poisson dans l'eau dans son milieu. Donc il en conclut que finalement il n'y a pas de civils innocents à Gaza puisque tout le monde est peu ou prou aux côtés du Hamas, c'est sa conclusion. Moi je lui oppose l'argument inverse qui est de dire mais finalement vous reprenez l'argument des mouvements radicaux anti-Israël type Hamas, Hezbollah qui prétendent qu'il n'y a pas de civils israéliens innocents dans la mesure où tout Israélien est astreint au service militaire. Et c'est quelqu'un qui a l'honnêteté intellectuelle de me répondre c'est vrai. Voilà, ça m'étonne quand même sur l'identité, parce que il pense aussi sa judéité, en tout cas l'identité juive, Jean-Claude Milner. Et il montre que la figure du juif est une figure de contradiction. Parce qu'il incarne une forme de sens de la limite, on ne peut pas le réduire. Absolument. Alors pour simplifier à l'extrême... simplifier, oui, évidemment. Non, mais moi aussi je vais simplifier pour pas entrer dans tous les méandres de sa pensée assez riche. Il explique que dans l'Europe des droits de l'homme post-hitlérienne, paradoxalement, le juif... comment dit-il, le juif de conviction, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment à appliquer les 613 commandements, pas simplement quelqu'un qui est d'extraction juive, mais un juif religieux type Béni Lévy, n'a plus vraiment sa place dans la mesure où lui incarne une certaine limitation, il incarne aussi le poids de l'héritage, c'est quelqu'un qui va s'isoler aussi, qui ne peut pas manger avec les autres, enfin je simplifie à l'extrême, et donc il y a une espèce de hiatus. Après il a aussi des thèses très radicales sur la question juive, le problème juif entre guillemets et la solution entre guillemets qui a été apportée par Hitler, qui voit comme une espèce de père spirituel inavouable de l'Europe démocratique aujourd'hui. Je renvoie les lecteurs que ça intéresse, un de ses meilleurs livres, absolument, Les penchants criminels de l'Europe démocratique. Et puis, on parle aussi, alors c'est peut-être le point sur lequel finalement on est le plus d'accord, à mon avis, il fait mouche sur l'Algérie en expliquant qu'il y a une espèce de malentendu insoluble. D'un côté, on a des gouvernants français type Macron qui s'agenouillent, qui sont dans la repentance, la génuflexion, voilà, post-coloniale. Et finalement, il explique que le pouvoir algérien ne veut pas du tout de repentance. Il voudrait, lui, il est dans l'héroïsme. Il est dans l'héroïsme du mythe FLN qu'il essaie de glorifier, la fameuse victoire militaire du FLN qui n'a jamais eu lieu, en fait. Ils ont gagné politiquement. Et donc, il y a une espèce de... Et j'ai trouvé cette lecture très simple des relations franco-algériennes aujourd'hui assez rafraîchissante et je ne l'avais jamais vue sous cet angle-là. Mais alors que ça paraît évident. Oui, alors certains le disent aussi avant Milner. Bien sûr. Que la lecture pro-FLN, enfin du pouvoir algérien, est une lecture en effet complètement une reconstruction de l'autre côté, en fait, toutes les gages que peuvent donner Macron et les autres
sont en pure perte, dans la mesure où ce n'est pas ce que veut l'Algérie. L'Algérie veut être traitée comme le gagnant de la guerre, un héros, et non pas une victime qui est... La glorification de la victime, c'est quelque chose de tout à fait occidental et postmoderne, finalement. Bien sûr. Je vais repasser, alors, parce qu'on parle de Milner, il parle beaucoup, enfin, une partie de l'entretien est consacrée à ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, notamment à Gaza, mais aussi à la récente, non, il n'en parle pas, mais à la récente intervention israélienne en Iran. Vous avez justement, cher Daoud, vous êtes entretenu avec un géopolitologue, irano-américain, Anta Moeni, voilà. Et alors, il y a une phrase qui m'a étonné. Beaucoup de gens en France disent que l'intervention israélienne a mis un terme à la menace iranienne, et lui, à cette phrase, au contraire, cette guerre a revitalisé la République islamique. Oui, dans la mesure, alors il y a différents plans. Il y a le fait que sur un plan politique et idéologique, le régime peut, à bon droit, jouer la carte patriotique en expliquant la patrie a été attaquée, vous mettre du côté de nos agresseurs, comme par exemple le fils du Shah d'Iran relève de la haute trahison. Et il se trouve que la quasi-unanimité des opposants, lorsque la patrie est en feu, soutient non pas le régime, mais se porte est solidaire en fait des habitants. Et puis à plus long terme, peut-être que pour je ne sais combien de mois ou d'années, Israël a retardé un programme nucléaire, mais on a beau tuer des ingénieurs nucléaires, s'en prendre à des sites d'enrichissement de l'uranium, la recherche continue. Et surtout, l'argument massu, c'est que si l'Iran jugeait l'accession à l'arme nucléaire comme une espèce d'assurance vie indispensable pour ne pas être attaqué, démonstration a été faite par Israël qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que s'ils étaient détenteurs de l'arme nucléaire comme la Corée du Nord par exemple, ils n'auraient certainement pas été attaqués. Leur territoire n'est pas sanctuarisé, c'est le moins qu'on puisse dire, on l'a vu. Et donc finalement l'Iran a tout intérêt le plus vite possible à se doter de l'arme nucléaire. Oui. Alors, oui, je sais. Enfin, ce qui est assez terrible, c'est de voir que ces choses-là devraient sembler pas mainstream, mais c'est des choses qu'on n'entend pas dans la presse ou dans les grands médias, les médias de grand chemin, comme dit notre ami. Disons qu'il y a, pour reprendre un peu une partie de la critique de Rodolphe sur le néoconservatisme, j'ai été surpris pendant la guerre de voir à quel point cette vision du monde a quand même de beaux restes. C'est-à-dire que, au motif que la société iranienne est très éduquée, ce qui est vrai, et en grande partie opposée au régime, ce qui est vrai aussi, on pense qu'on peut aboutir à un changement de régime, finalement, comme on change d'appartement, ou on peut, de l'extérieur, via des bombardements israéliens, démocratiser un pays, voilà. Ça fait des précédents, Rodolphe. Oui, d'ailleurs, on sait quelle catastrophe d'ailleurs ça provoque, que ce soit en Libye ou... D'ailleurs, oui, vous avez tout à fait raison, Daoud, parce que les nouveaux néoconservateurs donnent à fond dans la bêtise. Par exemple, si on prend l'équipe de francs-tireurs, ils reprennent directement les éléments de langage de Tsahal, par exemple, alors qu'on sait qu'à l'époque, on avait quand même des intellectuels un peu plus profonds, le père Glucksmann, bien évidemment, ou même, j'ai envie de dire, un ancien BHL qui était un peu plus intéressant que le récent, mais on voit que même ici, la bêtise a fait son œuvre. Je pense aussi à l'équipe de Rudi Reichstadt, Conspiracy Watch, où là, on a carrément une meute annonnante qui répète des éléments de langage sans aucune lecture, et on en arrive à des arguments, comme disait Daoud, où en fait, on souhaite le changement de régime comme si cela pouvait amener un changement profond de l'Iran. Donc, avec d'ailleurs des propos complètement absurdes, où j'entendais, je ne sais plus quelle Caroline Fourref nous dire « Mais si on est féministe, il faut bombarder l'Iran ». Je veux dire, quel est le rapport où on comprend qu'on peut... à son idéologie. Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on peut évidemment pas souhaiter... Et d'ailleurs, on peut voir, ne serait-ce que sur un plan écologique, le 2 poids 2 mesures, toute l'hystérie qui avait été faite, peut-être à raison, autour de la centrale de Zaporijjia au début de la guerre en Ukraine. Et là, il semble que bombarder des centrales nucléaires, ça n'effraie personne. Ou c'est au Moyen-Orient, peut-être que c'est une autre humanité. Je profite, il reste quelques minutes, et je profite de la présence de François-Xavier Consolier, de Xavier Aimant, qui évidemment collabore à Éléments, mais collabore aussi à cette excellente revue qu'est Livre Arbitre. Le numéro vient de paraître, et j'aimerais que vous en parliez, parce que Livre Arbitre, ce sont des amis de la revue Éléments. Vous avez consacré un dossier à Jean Raspail. Oui. Il y a une actualité de Jean Raspail avec la publication d'un de ses romans de jeunesse, la publication d'une biographie d'Emsel. Quelques mots sur Livre Arbitre, peut-être, François-Xavier Consolier.
Sur le numéro en Sur particulier. le numéro en particulier. Toujours très riche. Toujours très riche. C'est presque une gageure aujourd'hui de faire une revue de cette épaisseur. 120 pages, plus de 120 pages. Mais bon, quelque part, c'est une volonté. Plus c'est inutile, plus c'est beau. Alors on va dire. Mais non, mais ce qui est vraiment bien avec cette revue, c'est que on peut parler à fond du sujet. On peut creuser quand on aime un auteur, que ça soit Raspail, que ça soit d'autres. Il y a eu Lovecraft avant, il y a eu Jack London, etc. On peut passer par plein de biais différents. Et ça, c'est très intéressant. Et en plus, à chaque fois, on a quand même des retours qui sont vraiment... c'est ça fait vraiment plaisir quand même de se dire... c'est un travail de qualité, en tout cas, je pense que c'est un travail de qualité, mais à la fin, ça se vérifie. Ça se vérifie, donc je rappelle le dernier numéro d'Éléments, mais ça n'empêche pas de lire aussi le dernier numéro de la revue Livre Arbitre, dossier principal Jean Raspail, ça va apparaître à l'écran. Merci, je vous retrouve d'ailleurs, normalement c'est Patrick Luzinski, mais c'est moi qui animerai son émission pour des raisons de vacances. Je crois que notre ami Patrick est À Dubaï, je crois. est à Dubaï, voilà exactement, pour des vacances élégantes et de bon goût, hein, comme Dubaï est quand même vraiment le pays le plus sympathique de cette planète. Et je vous retrouve à la rentrée pour un autre numéro du Plus d'éléments. Et d'ici là, cette année-là, exceptionnellement avec votre serviteur. Merci à vous, au revoir, bonne journée, bonnes vacances si vous êtes en vacances, au revoir.